Il s'appelle Omar Radi, son procès s'est ouvert mardi 22 septembre. Journaliste marocain engagé contre la corruption et pour les droits humains, à 34 ans, il est accusé de viol et d'atteinte extérieure à la sûreté de l'État. Emprisonné depuis la fin du mois de juillet, le journaliste s'était déjà retrouvé derrière les barreaux en décembre 2019 pour avoir critiqué le régime. Lundi 21 septembre, l'Humanité et Mediapart publiaient une enquête commune consacrée à cette affaire. Bonjour Rachida El Azouzi et Rosa Moussaoui, vous êtes les deux journalistes co-autrices de cette enquête. Pour mieux comprendre les enjeux de ce procès, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette affaire? Comment Omar Radi se retrouve incarcéré fin juillet? En fait, on suit toutes les deux cette affaire Omar Radi depuis longtemps. Elle n'a pas du tout commencé en juillet. Omar Radi est un journaliste qui est dans le viseur de la monarchie, du pouvoir, depuis un bon moment déjà. Il a déjà eu des démêlés, mais ces démêlés se sont transformés en une espèce d'acharnement politico-judiciaire depuis décembre. À ce moment-là, il a été emprisonné pour un tweet critiquant la justice de son pays et notamment les lourdes peines infligées aux leaders du mouvement populaire dans le Rif. Il a été poursuivi pour cela. Sous la pression internationale, il avait été libéré le 31 décembre, mais ses ennuis n'ont pas pris fin à ce moment-là. Il a commencé, dans la presse de diffamation dont on a beaucoup parlé dans notre enquête, à être accusé d'espionnage, de recevoir des fonds de l'étranger. Une enquête judiciaire a été ouverte avec au total une vingtaine de convocations à la Brigade nationale de la police judiciaire. Et en juin, coup de tonnerre, un rapport d'Amnesty International met au jour en fait l'espionnage du téléphone de Omar Radi par les autorités marocaines grâce à un logiciel qui s'appelle Pegasus, un spyware, en fait, un logiciel espion développé par une firme israélienne, la firme NSO. Et ce logiciel-là, il avait déjà été mis en cause par le laboratoire Citizen Lab de l'Université de Toronto. Déjà à l'époque, une étude avait mis au jour le fait que plusieurs dizaines de défenseurs des droits humains dans le monde avaient été surveillés grâce à ce logiciel. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Facebook avait ouvert une action en justice contre NSO parce que la messagerie WhatsApp avait été fragilisée par ce logiciel-là. Et tout à fait, comme l'a dit Rosa, Omar Radi est dans le viseur du pouvoir marocain depuis des années par ses activités politiques et ses enquêtes journalistiques, puisqu'il travaille sur des sujets sensibles quand ils ne sont pas tabous, l'économie de rente, vous l'avez dit en introduction, la corruption, mais aussi l'expropriation des terres. Là, il travaillait là-dessus justement. Et puis il avait couvert des mouvements sociaux qui avaient été violemment réprimés dans des régions abandonnées par l'État. Et c'est vrai que s'est mis en place un harcèlement politique, judiciaire, médiatique tout au long de ces années, avec une accélération depuis ce tweet et depuis cette enquête d'Amnesty en juin, qui a conduit les autorités donc à lui coller plusieurs accusations. Survient cette accusation de viol en juillet, on va y revenir, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que toutes ces accusations sont dans un seul et même dossier. C'est une seule et même instruction. Il y a pas, les dossiers ne sont pas disjoints, ce qui fait craindre à pas mal d'observateurs des droits humains une instrumentalisation du système judiciaire. Et d'ailleurs, à ce titre, l'ONG Human Rights Watch a récemment rendu un rapport qui conclut à des accusations, je cite, pauvrement étayées. Justement, cette affaire, elle est aussi particulière parce qu'on a un journaliste qui est très apprécié par les mouvements de défense des droits humains au Maroc comme ici en France et qui a longtemps été soutenu face aux persécutions judiciaires qu'il a subies. Et là, ce journaliste qui est une sorte d'icône se retrouve accusé de viol. Comment vous faites pour raconter ça? Alors d'abord, on s'attache aux faits. On regarde ces faits et on s'attache à les raconter au plus près. Qu'est-ce qui s'est produit? Donc ce viol aurait eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juillet 2020 dans la maison de Ali Amar et Fatima Zahra Al-Kadiri, qui sont les fondateurs du desk, un site dédié à l'investigation pour lequel travaillait à la fois Omar en tant que journaliste, il avait d'ailleurs cofondé ce journal en 2015, et puis une jeune femme, Hafsa Boutahar, qui elle était employée commerciale et publicitaire. Donc c'est durant cette nuit-là que se seraient déroulés les faits. Donc nous on part de là et la première chose qu'on fait, bien évidemment, c'est d'entrer en contact avec la plaignante,
parce qu'on a affaire là à une affaire de violence sexuelle avant tout, quand bien même on est au cœur d'un dossier long et qui contient d'autres accusations. Mais là, on s'attache d'abord à cette affaire de violence sexuelle, voir qu'est-ce qu'il en est, etc. Et c'est là, effectivement, qu'on ne peut pas ne pas s'interroger aussi sur la temporalité dans laquelle survient cette accusation de viol, puisque Omar Hadi n'est pas le premier journaliste indépendant à tomber sous le coup d'accusations relatives aux mœurs. Avant lui, il y a eu d'autres journalistes. Et il se trouve qu'au Maroc, depuis quelque temps, avant même le cas de Omar Hadi, des voix s'élèvent dans les rangs des observateurs des droits humains, mais aussi des féministes, d'intellectuels, de membres de la société civile qui disent « stop, attention, il y a une instrumentalisation des affaires de mœurs, d'accusations en particulier de viol, de traite d'êtres humains ou encore d'adultère, de proxénétisme, de relations sexuelles hors mariage, parce qu'on est au Maroc et que les relations sexuelles hors mariage sont pénalisées par la loi ». Peut-être, Rosa, tu peux développer justement le nombre de journalistes qui sont tombés ces dernières années. Alors, je crois que c'est important d'insister sur le fait que cette accusation de viol, nous, on ne la met pas du tout de côté. On travaille pour des journaux pour lesquels la lutte contre la violence, les violences sexuelles, les violences faites aux femmes est un engagement éditorial. Donc, évidemment, quand on a une telle accusation, nous, on décide de s'y confronter assez frontalement, quoi. Et on enquête sur les accusations de viol présumées. Et en même temps, comme le dit Rachida, on interroge aussi le moment dans lequel elles surviennent. Et au fil de notre enquête, on constate aussi que c'est une vieille méthode du régime marocain que d'instrumentaliser la vie privée, d'instrumentaliser des accusations de viol pour en fait mettre hors jeu des opposants. En fait, autrefois, il y avait des procès politiques. Et ces procès politiques, ils donnaient du prestige aux opposants. Ils solidarisaient l'opinion nationale et internationale autour d'eux. Là, avec des accusations infamantes, le vide se fait autour d'eux, les solidarités s'effilochent, se cassent. Et donc, on s'est aussi interrogé là-dessus. Mais effectivement, tout en s'attachant aux faits. Et en reconstituant les faits, on est tombé sur un faisceau de faits extrêmement troublants. J'en cite un. En fait, 1 mois et demi avant le dépôt de la plainte pour viol, qui survient 10 jours après les faits présumés, un journal, un site internet qui est connu pour être un relais des services de sécurité et du pouvoir, fait un article présentant Omar Hadi comme un violeur, en évoquant des faits qui seraient survenus il y a quelques années, en 2008, dans une université de printemps d'Attaque. Et des noms sont cités. Donc nous, on a pris contact avec ces protagonistes et en fait, la victime présumée, présentée comme telle par ce site de diffamation, elle-même nie catégoriquement avoir été violée par Omar Hadi. Or, l'article fait le récit d'un viol qui se serait produit sous l'œil passif d'un des camarades de Omar Hadi, un peu le même scénario qui va se reproduire chez les fondateurs, les patrons du desk. Et donc, on a interrogé, en fait, l'ancrage de ce scénario dans l'imaginaire des visiteurs de ce site de diffamation. Et d'ailleurs, parlons-en, c'est important de parler de ces médias-là qui sont dits de diffamation et qui sont au cœur de polémiques depuis longtemps au Maroc, mais encore plus depuis cet été. Il y a eu énormément de tribunes, de voix qui se sont levées pour dire qu'il fallait cesser l'impunité judiciaire vis-à-vis de ces journaux qui ont une sorte de tapis rouge pour en dénigrer, diffamer des opposants et des journalistes. Et la plaignante que nous avons souhaité interviewer à de plusieurs reprises a refusé, malgré toutes nos relances, de nous parler au nom du secret de l'instruction. Donc, bien évidemment, on le comprend. Enfin, je ne vais pas chercher à mettre en doute sa parole, loin de moi, véritablement. On l'a expliqué, les violences sexuelles la lutte contre les violences sexuelles sont un des engagements forts de nos rédactions et de nous en tant que femmes et journalistes. Mais il se trouve qu'elle a parlé à 2 médias proche du pouvoir et réputé pour être manipulé par celui-ci. Et à ces 2 médias, donc elle a raconté cette nuit qui a vu sa vie basculer. Mais c'était important donc de pouvoir interroger cela parce que ces médias-là sont accusés de diffamer. Et c'est que ces 2 médias sont l'un des rouages du harcèlement
médiatique que subit Omar Radi depuis plusieurs mois. Pendant votre enquête, vous avez interrogé les proches justement d'Omar Radi. Donc il y en a qui ont dit que selon il y avait une instrumentalisation des luttes féministes pour museler la parole des journalistes et des opposants, sans compter, donc vous l'expliquerez très bien dans l'article, toute l'omerta qui règne. En fait, les gens n'osent plus parler, n'osent plus prendre de position publique sur l'affaire. Est-ce que ça montre aussi que là, donc, vous en avez un petit peu parlé juste avant, que le régime marocain, pour continuer d'asseoir son caractère autoritaire, essaie de se servir de ces affaires de mœurs, etc., de violences sexuelles et de viols, pour disqualifier la voix des opposants? Tout à fait, oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus répété et qui pose de plus en plus de questions. Mercredi 23 septembre, l'ONG Reporters sans frontières a même saisi la rapporteure spéciale des Nations Unies en charge de la violence contre les femmes pour lui demander publiquement de condamner cette instrumentalisation par les autorités marocaines. Il y a eu entre juin 2018 et aujourd'hui 3 journalistes qui travaillent pour le même journal, le quotidien Akhbar El Youm, qui est un des derniers journaux indépendants marocains et qui est très critique envers le régime, qui ont été condamnés. Il y a eu Toufik Bouichrin pour viol et traite d'êtres humains. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle, malgré que plusieurs de ses accusatrices, 8 sur les 15 accusatrices, se soient rétractées ou ont refusé de témoigner. L'une d'entre elles s'est même exilée en Tunisie et a raconté dans le Washington Post, entre autres, comment elle avait été forcée à témoigner contre lui, à dire qu'elle avait été violée alors qu'elle n'avait pas été violée. Il y a eu ensuite, en mai de cette année, Souleymane Raissini, qui est le rédacteur en chef de ce journal, qui est connu pour ses éditos au vitriol, qui lui a été emprisonné sur simple audition d'un activiste LGBT affirmant avoir été agressé. Mais c'est contraire au droit marocain, le fait que ce soit sur simple audition, il n'y a pas eu d'enquête. Donc là, il est aujourd'hui emprisonné. Et puis, vous vous en souvenez, l'histoire de Hajar Raissouni, journaliste, qui se trouve être la nièce de ce rédacteur en chef, qui elle est aujourd'hui également exilée et qui, elle, en septembre de l'année dernière, a été condamnée à 1 an de prison pour avortement illégales et relations sexuelles hors mariage. S'en était suivi une mobilisation extraordinaire tant au Maroc qu'à l'international qui avait conduit le roi du Maroc, Mohamed VI, à la gracier. Donc c'est important de rappeler cela. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de voix féministes, associations de droits humains qui disent stop à cette instrumentalisation qui est la pire chose qui puisse arriver aux femmes et à toutes les victimes de violences sexuelles puisqu'elle frappe du soupçon permanent leurs paroles si demain ils vont réussir à porter plainte. Et c'est d'autant plus grave qu'en fait les violences sexuelles c'est une réalité absolument massive au Maroc et c'est une réalité à laquelle les autorités politiques n'apportent pas de réponse. Aujourd'hui au Maroc il est très difficile de franchir la porte d'un commissariat déjà pour déposer plainte pour viol, même lorsqu'on dispose de preuves solides, de constatations médicales et une fois qu'on a franchi les portes d'un commissariat, il est très difficile que les affaires soient réellement instruites. Il arrive même qu'en fait ce soit, Rachida l'a un peu dit, mais que ce soit la plaignante qui soit poursuivie parce que les relations sexuelles hors mariage sont pénalisées. Donc on est dans une situation où il y a de véritables obstacles au fait que les victimes de violences sexuelles se défendent, avec même un arsenal législatif qui reste très archaïque. Alors ça a un petit peu évolué, mais il est arrivé dans certains coins ruraux, reculés, etc., que des victimes de viol soient contraintes d'épouser leur agresseur, leur violeur. Ça a changé dans la loi marocaine, mais pas forcément dans les pratiques. Il continue d'y avoir des juges, effectivement, qui condamnent des femmes victimes de violences sexuelles à épouser leur violeur. Cela arrive. Et d'ailleurs, redire aussi que souvent, lorsque procès il y a, ce qui est exceptionnel parce que le parcours du combattant est immense, ça se solde régulièrement par un acquittement pour la personne qui est accusée de violences sexuelles, quand bien même le dossier soit solide, que les preuves soient là. Alors justement, est-ce que finalement cette instrumentalisation-là, ces méthodes, elles ne sont pas aussi rendues possibles par le climat sociétal particulier au Maroc, où il y a beaucoup d'associations qui se battent pour les droits des femmes, des minorités, etc. Il y a la société civile qui est quand même assez puissante, mais qui se heurte à un pouvoir monarchique qui est encore très conservateur. Alors moi je dirais que le Maroc tient beaucoup à son image à l'international. Et c'est vrai que ces accusations de mœurs qui se répètent de plus en plus surviennent dans le contexte post-MeToo, qui fait que c'est une manière d'éteindre à l'international toute velléité de soutien envers ses opposants. Comme l'a dit tout à l'heure Rosa, notamment sous les années de plomb de Hassan II, il y avait presque un prestige à être un opposant au roi, à la monarchie, au pouvoir marocain. Et aujourd'hui, selon de nombreuses sources, c'est le moyen utilisé pour
casser, pour tuer symboliquement l'influence de ses opposants ou de ces journalistes qui sont des voix critiques. On a constaté aussi qu'il y avait une évolution de l'arsenal répressif, c'est-à-dire que l'instrumentalisation de la vie privée ou de fausses accusations fabriquées d'agressions sexuelles ou de viol, elles ont toujours existé, mais elles étaient utilisées un peu à dose homéopathique. Là, on sent bien que le pouvoir adapte son arsenal répressif à de grands élans politiques, comme celui de la vague MeToo. C'est une façon aussi de faire évoluer, disons, les dispositifs répressifs et de prendre en fait au piège aussi les opposants à leurs propres idées. Nous, on est tombé sur une jeune militante féministe qui nous a expliqué qu'en fait, le pouvoir récupérait les luttes féministes et LGBT pour les retourner contre les militants et pour casser des militants de gauche et ceux qui défendent ces valeurs-là. Et je le redis, c'est une idée très importante pour nous. C'est qu'à partir du moment où un pouvoir autoritaire instrumentalise le combat féministe à des fins répressives, sécuritaires, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour les femmes parce que ça jette le trouble sur la parole de toutes les femmes. N'importe quel opposant qui viole, qui agresse, peut crier à la machination politique, au complot, au piège tendu par les autorités, parce qu'il dérange, par ses écrits, ses paroles, ses activités. Et simplement, pour revenir peut-être à l'affaire Omar Hadi, le fait que les affaires d'espionnage, de viol et toutes les accusations qui sont portées contre lui soient dans un seul et même dossier et ne soient pas disjointes, fait craindre le pire. Parce que dans une affaire de viol, il faut que la victime soit entendue, il faut que l'accusé soit entendu, il faut que les conditions d'un procès équitable soient réunies pour la victime comme pour l'accusé. Or là, ce n'est pas le cas. On voit bien au Maroc, on l'a vu dans de précédents procès, que la justice n'est pas indépendante. Il n'y a pas de justice indépendante et la justice est utilisée comme un instrument de répression contre les voix critiques. Alors, ce procès, donc, on l'a dit, c'est celui d'Omar Hadi, mais c'est aussi quelque part celui de ce qui représente donc, le journalisme indépendant qui essaye de s'engager contre les dérives autoritaires du régime, etc., le caractère autoritaire du régime. Sa parole est noyée aussi au milieu, donc, vous l'avez dit, de beaucoup de médias qui sont quelque part à la solde du pouvoir marocain, des journaux un peu fantoches et qui donc l'ont harcelé de nombreuses fois, etc. Ils l'ont attendu à la sortie d'un bar. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de toute cette sphère médiatique en fait qui existe et qui tente d'écraser aussi les voix des journalistes libres, entre guillemets? Peut-être qu'il faut revenir un peu sur le contexte parce que le Maroc a connu aussi en 2011 une vague contestataire très très puissante et Omar appartient à cette génération, à cette jeunesse marocaine qui s'était soulevée pour essayer de conquérir de nouvelles marges de liberté. C'est ce qu'on a appelé le mouvement du 20 février dont il a été une des figures. Il était aussi militant et il le revendiquait. Et à ce moment-là, ces jeunes militants, ils se sont saisis des réseaux sociaux et de l'outil qu'offraient les réseaux sociaux, de la caisse de résonance qu'offraient les réseaux sociaux pour faire circuler des idées, pour faire vivre la contestation et pour trouver une tribune. Et je crois que les pouvoirs, pas seulement le pouvoir marocain, mais tous les régimes du Maghreb et du Moyen-Orient ont tiré les leçons de cette séquence-là parce qu'ils avaient perdu la main en termes d'information, de circulation des idées. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu se développer des médias dont la matière première, ce sont les fake news, en fait. C'est ça, fake news et diffamation. Et c'est effectivement, ça coïncide aussi avec l'avènement du numérique. À l'époque, la parole se libère aussi. Alors, elle se libère dans la rue, mais elle se libère aussi sur le web. On l'a vu en Égypte. La révolution s'étend grâce au web, idem en Tunisie avant cela. Au Maroc, c'est la même chose. Et donc, du coup, il faut occuper le web. Et ils occupent le web avec ces médias-là qui vont effectivement se distinguer par la diffamation, par le dénigrement. Et leur cible régulière, ce sont les opposants, les journalistes, en tous les cas, les voix critiques. Et qu'est-ce qui se produit? Jusque-là, personne n'avait trop osé parler de ces médias-là. Mais là, cet été, il s'est produit un fait inédit, effectivement. C'est qu'il y a eu plusieurs intellectuels qui se sont levés pour dire stop à ces régimes, et à ces journaux et à leur impunité. Et on a vu qu'il y avait une réelle prise de conscience de leur côté. Eux, ils en font carrément un des piliers de la violation des droits humains aujourd'hui au Maroc. Il faut dire aussi qu'on a affaire à des machines assez redoutables. Si on prend le cas de Chouf TV, qui a été au cœur du dispositif de harcèlement politico-judiciaire de Omar Hadi, ce sont des dizaines de millions de followers, de spectateurs. C'est un des médias les plus vus aujourd'hui au Maroc. Voilà, et c'est un des médias les plus vus au Maghreb. Donc c'est vraiment un impact
aussi extrêmement fort, des moyens très importants mis à la disposition de ces médias de diffamation. Et leur force, c'est qu'ils sont capables d'arriver avant même que les événements ne se soient produits. Alors, le patron de Chouf TV l'assume et dit, bien sûr, ce sont les citoyens qui nous contactent, mais il faut reconnaître que c'est aussi la police politique. Et là, dans le cas de Omar Radi, la question se pose de manière criante, puisque vous parlez tout à l'heure de cette agression, d'une autre accusation qui lui colle en ce moment au dos, c'est celle d'ivresse manifeste sur la voie publique, violence et insultes. Et ça, c'était le 5 juillet, si je ne me trompe pas. Une télé, un caméraman de cette web télé a attendu longuement dans sa voiture que Omar Radi et un de ses collègues sortent d'un bar du centre-ville de Casablanca où il se trouvait. Et il a provoqué une altercation, etc. Et voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, on la raconte longuement dans notre article, mais toujours est-il, c'est qu'il y a cette altercation qui se produit, et dans une rue adjacente, il y a une voiture de police qui attend et qui intervient dès lors que des insultes fusent, et elle embarque Omar Radi et son collègue. Ce caméraman, lui, n'est pas inquiété alors qu'il est l'instigateur. Omar Radi et son collègue finiront en garde à vue. Lui, il ne sera pas inquiété, même si on lui a collé quand même une accusation d'insulte et menace, je crois. Mais Omar Radi, eux, sont poursuivis pour ivresse manifeste sur la voie publique. Alors, peut-être un dernier mot de vous deux sur l'enquête. Du coup, qu'est-ce que vous concluez de tout ça, toutes ces recherches que vous avez faites, toute cette enquête que vous avez menée? Je pense que c'était important de s'intéresser à cette affaire parce qu'elle dit beaucoup du Maroc d'aujourd'hui et du climat qui y règne, mais surtout parce qu'elle croise deux combats fondamentaux, la lutte contre les violences sexuelles et la lutte pour les libertés qui sont menacées aujourd'hui au Maroc. Donc il était important d'être là, sachant que nos confrères et nos consoeurs au Maroc aujourd'hui travaillent très très difficilement. Le métier de journaliste est quasiment impossible. Le métier de journalisme indépendant, et la plupart des journalistes qui s'y tentent sont soit poussés à l'exil, soit abandonnent et deviennent universitaires, professeurs ou font toute autre chose au Maroc. Moi, j'ai été frappée par cet aspect-là de notre enquête, c'est qu'on a avancé sur un terrain complètement miné par la peur et les conditions d'exercice du métier de journaliste aujourd'hui au Maroc, mais pas seulement au Maroc. On pourrait citer aussi l'Algérie avec plusieurs de nos confrères qui sont derrière les barreaux en ce moment, dont Khaled Drarni, le correspondant de TV5 Monde et qui est aussi le fondateur du média Casbah Tribune en Algérie. Et pour nous, c'était aussi important de se coller à cette enquête-là parce que au Maroc, nos confrères ne peuvent pas la conduire. Et donc, c'était aussi pour nous une manière de prendre un peu le relais parce que même si nous aussi, aujourd'hui, on est la cible de tentatives d'intimidation ou de pression, nos conditions de travail depuis Paris sont évidemment incomparablement plus douces et plus confortables. Merci Rosa Moussaoui et Rachida Lazouzi d'être venus sur le plateau du Média. Et on le rappelle, donc, votre enquête est à lire sur l'humanité.fr et mediapart.fr. Merci beaucoup pour Merci. votre invitation.